Oradour-sur-Glane. Ce village est entré dans l'histoire le 10 juin 1944. En France, il reste le symbole de la barbarie nazie en pays occupé. C'est en effet là que, le 10 juin 1944, des Waffen-SS appartenant à la division d'Reichsreich auraient commis le crime de guerre le plus abominable. Ils auraient investi le village, ce samedi 10 juin 1944 à 14h, auraient regroupé les habitants, séparé les hommes des femmes et des enfants, conduit les hommes dans des granges, dans 6 granges, par groupe de 20 à 60, où ils les auraient fusillés, avant de tuer les derniers survivants avec des pistolets, de mettre le feu aux cadavres, y compris à ceux qui étaient encore blessés. Les femmes et les enfants, pour leur part, auraient été emmenés dans l'église. Et c'est là que l'horreur aurait atteint son paroxysme. Les Waffen-SS les auraient brûlés vifs dans le sanctuaire et auraient ensuite brûlé les corps, ceux des morts, ceux des femmes et des enfants qui étaient encore blessés, dans un gigantesque brasier qui aurait entraîné d'ailleurs une destruction très forte de l'église. Depuis maintenant 50 ans, à Oradour-sur-Glane, on visite les ruines du village, les ruines de l'église, que l'on nous dit être conservées comme elles l'étaient le soir du 10 juin 1944. Des gens visitent, des gens se recueillent. C'est devenu un lieu de pèlerinage, le lieu symbole de la barbarie nazie en France occupée. Je suis donc venu vous parler d'un sujet sur lequel j'ai mené une enquête, je dirais, de près de 7 ans, donc, qui est le drame, la tragédie de Oradour-sur-Glane, qui est survenue donc le 10 juin 1944 dans le village d'Oradour. J'ai donc écrit un livre sur la question qui a été interdit par le ministère de l'Intérieur le 2 septembre dernier, qui n'est donc plus disponible en France, qu'on peut quand même encore se procurer via l'étranger. Et donc je suis venu ce soir vous en résumer, vous exposer un peu ce que l'on a fait pour étudier ce drame. Alors tout d'abord, pourquoi je m'y suis intéressé? Ça peut être important de le savoir. Parce qu'un jour, en 1989, je discutais avec une personne qui, devant moi, tentait de défendre l'honneur de la Waffen-SS. Étant relativement pacifiste, un vrai antimilitariste, je lui ai ressorti l'argument massu, que je pensais être massu, qui était oui, mais enfin, tes Waffen-SS que tu défends, ils ont quand même commis en France un crime abominable qui est celui d'Oradour, brûler les femmes et les enfants dans une église. Je vois pas comment tu peux l'excuser. Et cette personne m'a dit, ah, détrompe-toi, le drame d'Oradour, c'est pas ce qu'on croit. Et il m'a donné la brochure en français d'un ancien gradé Waffen-SS, Otto Ledinger,
qui avait écrit donc un opuscule sur ce drame qui s'appelait Tulle et Oradour, une tragédie franco-allemande. Et dans cet opuscule, il livrait une autre version que la version officielle française, en disant que Oradour, les Allemands n'étaient pas venus pour massacrer, mais que suite à un triste enchaînement d'événements, il y a eu mort de femmes et d'enfants sans que les Waffen-SS aient voulu les assassiner. Et d'hommes aussi. Comment? D'hommes aussi. D'hommes aussi. D'hommes aussi, bien sûr, mais c'était surtout les femmes, enfants. C'était surtout les hommes, les femmes et les enfants. Alors, j'ai lu cette brochure attentivement et j'ai été relativement surpris. D'abord surpris par le ton. C'était un ton très très posé. C'était un soldat qui racontait ses souvenirs, qui se fondait aussi sur l'étude d'un Allemand qui avait écrit 2 livres sur le drame d'Oradour, 2 livres dans lesquels il défendait une autre thèse que la thèse française. J'ai été donc surpris par un langage assez posé, et ça m'a entraîné à me poser certaines questions. Alors, je me suis dit, après tout, là-dedans, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a la parole du Waffen-SS contre la parole, je dirais, du résistant français. Qui a raison? Et c'est à ce moment-là qu'en 1989, j'ai décidé de débuter moi-même une enquête. Alors personnellement, je ne pensais pas que ça donnerait lieu à un livre. Je pensais que ce serait une enquête personnelle, qui resterait personnelle, et puis dont je ne livrerai jamais les résultats au public. Bon, mais il s'est révélé que de découverte en découverte, j'ai décidé au bout d'un moment de rédiger une étude sur le sujet. Pour faire cette étude, bon, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il faut savoir, je comprends qu'à Oradour, les plaies sont encore vives et que, bon, lorsqu'on commence à fouiller là-bas, très très vite on est repéré et on est très très mal vu. À ce titre, je vais donner juste la parole à mon ami Henri Lefkowitz qui m'a secondé en quelque sorte dans mes recherches. Oh, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Oui, et à qui il est arrivé, il y a le 10 juin dernier, une mésaventure. Le livre est paru en mai dernier, en mai 97. Et Henri Lefkowitz s'est rendu à la commémoration du drame le 10 juin 97, comme il le faisait chaque année. Alors je lui laisse la parole pour qu'il vous explique ce qui m'est arrivé quand même. Pour vous dire un peu l'ambiance qui règne encore là-bas. Oui, j'habite à 46 km de Oradour-sur-Glane. Et tous les ans, je vais à la commémoration des événements, surtout pour écouter le sermon de l'évêque de Limoges, parce qu'il y a une messe qui est célébrée par l'évêque de Limoges. Et chaque fois, il fait un sermon assez intéressant. Alors le 10 juin, avant le début de la cérémonie, je me suis rendu à l'église pour savoir à quelle heure était la messe. Et on m'a dit que la messe était à 11h. Et c'était 9h moins le quart, je crois. Je me dirige vers le vélo, et pour aller au vélo, je suis obligé de passer devant la place de la mairie du nouveau village. Et un des 2 guides, M. Hiverneau, m'a vu. Alors il m'a vu, il m'a dit bonjour, comme d'habitude, étant donné qu'il me connaît depuis 1992, il me connaît bien. Et alors comme il se dirige vers la mairie, moi je le suis. Je suis, on discute. Arrivé à hauteur de la mairie, il me dit venez. Alors moi, en confiance, je viens, et il me présente à M. Dartout. Il me dit voilà, M. Lefkowitz et M. Dartout. Et alors M. Dartout me serre la main, et moi je me suis... Alors M. Dartout, je précise, M. Dartout est un rescapé du drame. Ah, pardon. Oui, M. Dartout est un des 5 hommes rescapés de la Grange Lodi. Et à ce moment-là, M. Hiverneau dit à M. Dartout, voici l'auteur du livre. Et il m'a présenté comme étant l'auteur de ce livre. Alors que l'auteur de ce livre, c'est Vincent Renoir. Alors du coup, M. Dartout me dit, oh, vous savez, je ne tiens pas à vous connaître aujourd'hui. Alors moi j'ai dit, et alors quelqu'un d'autre est venu, dit, alors c'est vous qui nous prenez pour des menteurs. Alors moi j'ai dit tout simplement, mais écoutez, il y a un dossier au blanc que l'on ne peut pas consulter. Pourquoi ne peut-on pas consulter ce dossier? Au blanc, à la ville du Blanc. La ville archives de la gendarmerie. Oui, la ville du Blanc se trouve dans l'Indre. Et le gars n'a pas eu le temps de me répondre. Le maire d'Oradour est arrivé, il m'a attrapé par le bras. Donc il
va-t'en, t'es un SS, va-t'en. Et à ce moment-là, moi j'ai regardé dans ma musette, j'ai voulu lui montrer ces deux photos. Là c'est la photo de mon grand-père, paternelle, ma grand-mère paternelle, la grande sœur de mon père, qui ont été raflés le jour de la rafle du Veldiv. Et j'ai voulu et je lui ai dit, je suis petit-fils de déporté. Et j'ai regardé dans ma musette pour lui montrer cette photo. Manque de chance, cette photo qui me suit partout, ce jour-là, j'avais oublié de la mettre dans la musette. J'ai oublié, je n'ai pas pu la lui montrer. Mais je lui ai dit quand même, je suis petit-fils de déporté. Et le maire m'a dit, je m'en fous, va-t'en. Alors, pour commencer notre recherche, on s'est heurté à un problème de méthode, et c'est ça qui est très important. C'est qu'on s'est dit, voilà, il y a un problème, il y a deux thèses contradictoires sur une affaire. Alors, nous allons, pour éviter de se tromper, comme j'ai une formation scientifique, puisque je suis diplômé ingénieur chimiste de formation, j'ai eu une éducation au milieu de scientifique, je me suis dit, ben, je vais faire comme on m'a toujours appris en sciences, c'est quand un problème est très embrouillé, on revient au départ avec ce que l'on est sûr de savoir, ce que l'on est persuadé. Pour partir de ce débat saine, donc on démarre sur ce qu'on est sûr. Alors je me suis dit, de quoi est-on sûr à Oradour? De quoi est-on certain? Eh bien, ce dont on était certain, c'était que le 10 juin 1944 à midi, Oradour était un village français que rien à peu près ne distinguait des autres. Il y avait la vie, il y avait même d'ailleurs une grande vie, puisque c'était le week-end, il allait y avoir une distribution de tabac, il y avait la préparation de la communion, les enfants étaient là, bref, c'était un village plein de vie, donc rien ne différenciait des autres. Et à 19h, la plupart des maisons n'étaient plus que des ruines en flammes, et il y avait dans le village des centaines de cadavres. Alors vous remarquerez que je ne dis pas que tout le bourg d'Oradour a été détruit. Non, c'est pas vrai. Il y a des maisons qui ont survécu, enfin des granges, bon. Et je ne dis pas non plus que la population d'Oradour-sur-Glane était exterminée. Non. Je dis qu'il y avait des centaines de cadavres, parce qu'on verra qu'il y a des gens d'Oradour qui ont survécu, et il y a des gens qui n'étaient pas d'Oradour, et qui sont morts dans cette affaire. Donc, 7 heures plus tard, le drame a eu lieu, le bourg n'est que ruine en flammes, dans son immense majorité, et il y a des centaines de cadavres. Voilà de quoi on était certain au départ. Et à partir de là, nous avons choisi de débuter une enquête, non pas comme la majorité des historiens actuels le font, mais comme un commissaire, je dirais, de police le ferait. C'est-à-dire que j'ai remarqué que souvent dans les livres actuels sur les historiens, quand on parle d'un fait, on commence à étudier le contexte général. Puis on s'approche, on étudie le contexte particulier. Et puis enfin, on traite très rapidement du fait en lui-même. Par exemple, sur Oradour, on va parler de l'occupation allemande de la France, et puis ensuite on va parler de l'occupation allemande dans le Limousin, et puis, hop, sur le drame d'Oradour, on dira, bon ben, ça y est, ça, on a déjà dit ce qui s'était passé, reportez-vous au livre de 45. Nous, on a fait exactement le contraire. On s'est dit, le contexte, on s'en moque. On va se focaliser sur ce qui s'est passé le 10 juin à Oradour. Peu importe qui est en cause, que ce soit les Waffen-SS, que ce soit l'armée française, les tirailleurs sénégalais, on s'en moque. Que ça ait eu lieu en 44, en 54, en 34, on s'en moque. On sait qu'il y a un certain jour, il y a eu une catastrophe. Peu importe ce qui s'est passé, nous allons nous focaliser sur l'aspect matériel de la catastrophe. Et surtout ne pas étudier le contexte, parce que dès qu'on étudie le contexte, qu'on parle de Waffen-SS, d'occupation, les passions ressortent. Nous, on ne peut pas de passion. On se focalise sur les faits. Uniquement sur les faits. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, il y a eu une catastrophe, il y a des morts. Que faire? Eh bien, je me suis dit, dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux morts. Nous allons être intéressés sur les cadavres. Nous allons voir comment se présentent les cadavres. Et dans un deuxième temps, nous allons voir comment se présentent les lieux. Et après, on verra bien. Mais pour l'instant, nous allons nous intéresser à cela. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons réuni, on va me dire, bah, c'était facile de voir les lieux, comment ils étaient, parce que les ruines sont encore intactes aujourd'hui. C'est pas vrai, les ruines d'Oradour ont subi beaucoup de changements, notamment dans l'église. On dit aux visiteurs qui visitent Oradour aujourd'hui, vous avez l'église telle qu'elle était le soir du 10 juin. C'est entièrement faux, le sol a été refait, une voûte a été refaite, des chapes de béton ont été mises. On ne visite plus l'église comme elle était avant. La voûte qui a été refaite, c'est M. Hiverneau, le guide, c'est le guide lui-même qui me l'a dit. Alors qu'ils ne le disent pas aux touristes.
Mais ça, on y reviendra. Je l'avais quand même mis en confiance, il me l'a dit, et après je l'ai dit à l'autre guide qui me l'a confirmé. Donc M. Hiverneau et M. Lamos sont formels, voilà. La voûte du clocher a été refaite. Alors qu'aux touristes, on dit que on ne leur dit rien et on a caché le fait qu'elle était refaite parce qu'elle est tellement bien refaite qu'il faut vraiment un œil très perspicace, très au courant des sujets d'architecture pour le voir. Et qu'elle était refaite de manière à ressembler exactement à la voûte comme elle était avant. Voilà, elle a été reconstituée comme on voudrait reconstituer, c'est comme si on avait voulu refaire une église à côté comme elle était avant. Avant d'être détruite. Hein. Alors, donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a étudié les photographies, parce qu'on a des photographies. On n'en a pas beaucoup. Alors, peut-être qu'il y en a plus, puisque mon ami Henri l'a dit tout à l'heure, il y a un dossier d'Oradour, parce qu'il y a eu un procès en 1953, il y a un dossier Oradour, qui est dans les archives de la gendarmerie nationale dans la ville du Blanc, dans l'Inde, mais qui n'est pas consultable. Ce sera consultable en 2053. Oui. Bon, d'ici là, on sera très vieux, donc... on sera loin. Donc, pour l'instant, comme ce dossier n'est pas consultable, il y a peut-être des photos en plus dedans, il y a peut-être des autopsies, mais nous, on n'avait pas ça. Donc, on avait au départ les photos, alors on a étudié. On les a étudiées, moi j'ai passé des heures à la loupe, à étudier tout, etc., afin de savoir. Et puis, en même temps, on a étudié donc les photos de cadavres. Alors, ce qui nous a intéressé, donc, au départ, on s'est donc intéressé aux cadavres. Et la première question qu'on s'est posée, c'est où a-t-on retrouvé les cadavres? Parce que ça, c'est important. Parce que, admettons qu'il y a un météore qui est rasé Oradour, le jour du 10 juin 1944, on aurait trouvé les cadavres partout. Alors on s'est dit, où les a-t-on retrouvés? Et pour cela, on a pris des rapports officiels. Et notamment un rapport d'un médecin de la santé qui a supervisé les opérations de sauvetage, il n'y avait plus grand chose à sauver, mais enfin, les opérations de déblaiement, etc., qui a noté l'endroit où on avait retrouvé les cadavres. Alors, on s'aperçoit que l'immense majorité des hommes, mais encore pas la totalité, on dit les hommes ont été assassinés dans les granges, non. On a retrouvé l'immense majorité des hommes, soit dans les granges, c'est-à-dire l'état de cadavre dans les granges, on y reviendra plus tard, soit pour le chez Denis, pour une grange spéciale, enterrés dans une fosse à côté de la grange. Mais on a aussi retrouvé des hommes ailleurs, on a retrouvé des hommes des cadavres d'hommes dans un hameau à côté, au hameau des Bordes, on a retrouvé un mort sur une palissade, on a retrouvé dans les champs, etc. On a retrouvé un peu partout, mais je dirais une immense majorité des hommes étaient dans les granges. Quant aux femmes, on en a retrouvé une immense majorité, les femmes et les enfants, on en a retrouvé une immense majorité dans l'église, mais encore une fois, pas la totalité. On a retrouvé une vingtaine de corps sous un appentis du presbytère. On a retrouvé des corps de femmes mélangés aux hommes dans le chez Denis. On a retrouvé une femme dans une fosse à Purin. Enfin, on en a retrouvé un peu partout, mine de rien. Mais, encore une fois, l'immense majorité, c'était dans l'église. Donc on s'est dit à partir de là, deux drames. Un drame qui a concerné essentiellement les hommes, dans les granges, dans 6 granges. Alors, si vous vous reportez à la page 1, vous avez marqué les 6 granges. Hein. Ça, c'est un plan qui est dans la littérature officielle. Hein. Donc, les hommes dans 6 granges et les femmes dans l'église. Alors, quand on s'est dit ça, on s'est dit, ben voilà. Et bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les photos pour voir comment se présentaient les cadavres des hommes. 4 hommes qu'on a retrouvés dans une grange. Alors, on ne dit pas quelle grange c'est. Ça, on va pas essayer de chercher vraiment. Alors quand on regarde ces hommes, on s'est dit, bon, ils se ressemblent tous d'abord, ils ont tous l'air d'être morts de la même façon, ou plus ou moins ils ont tous eu le même sort, et on remarquait que ces hommes étaient carbonisés. Et là, j'ai été voir des pompiers, je ne suis pas non plus spécialiste, je ne suis pas médecin légiste, j'ai été voir des pompiers, j'ai été voir des spécialistes en explosifs, etc. Je leur ai demandé, pour vous, ces hommes, qu'est-ce qui leur est arrivé? Et un pompier qui a regardé ça m'a dit, ce sont des hommes qui ont été carbonisés, c'est-à-dire qu'ils sont restés très longtemps dans les flammes. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous pouvez le dire? Il m'a dit, c'est très simple, ils n'ont plus la vie, l'extrémité de leurs membres manque, notamment les mains et les pieds, leur figure a perdu tous ses traits, notamment le nez en général manque, ils ne sont plus identifiables. C'est-à-dire ça, ce sont des hommes qui ont été carbonisés. Alors je lui dis, mais est-ce qu'on peut en déduire qu'ils sont morts carbonisés? Il dit non, pas forcément, ils sont peut-être morts avant, ils sont peut-être morts assassinés avant, étranglés, empoisonnés, fusillés, on ne sait pas, mais on peut dire qu'ils ont terminé carbonisés. Bien, alors, on ne pouvait pas aller plus loin parce qu'on n'avait pas d'autres photos. Alors une fois que l'on a vu ça,
qu'on a fait ces constatations matérielles. On a été voir les granges. Alors, les granges, on n'a pas beaucoup de photos non plus. On a surtout on peut les voir aujourd'hui dans les ruines. Alors naturellement, ça vaut ce que ça vaut parce que ça a un peu changé. Mais visiblement, bon, les granges sont détruites. Et quand on regarde les photos d'époque, on s'aperçoit qu'elles ont été en effet, que ce sont des ruines en flammes. Donc ça paraît confirmer l'histoire des hommes qui ont été carbonisés. À la page 5, vous avez au centre le plan de l'église. Alors, c'est un plan de l'église qu'on a issu des documents officiels, hein, c'est pas nous qui l'avons fait. Et ce plan de l'église, alors, en bas à gauche, vous voyez des escaliers. Vous rentriez pas. On rentre par là, on rentre par la porte, et on se retrouve donc là, la fameuse voûte dont on reparlera, et au-dessus duquel il y avait le clocher. Donc, vous rentrez par là, et après, vous pouvez vous promener. Ici, vous avez, alors sur votre gauche, vous avez la chapelle de la Vierge. Sur votre droite, vous avez en bas la chapelle Saint-Joseph, où il y a la petite lettre B, là, enfin c'est la chapelle Saint-Joseph, et plus haut, c'est la chapelle Sainte-Anne. Excuse-moi, oui. Il faut préciser qu'à l'entrée de l'église, les murs font 1,10 m d'épaisseur. Oui, c'est vrai. Et le clocher a 6 contreforts, 2 contreforts qui font 1,60 m de large et 4 contreforts qui font 1,40 m de large. C'est vrai. C'est une église fortifiée, hein, parce que ça date des guerres de religion, ce sont des églises très très solides. Alors, lorsqu'on rentre dans cette église, qu'est-ce qui choque? Alors je vous demande d'aller au document 14, ce sont les cloches. Et ça, si vous allez au Oradour, vous les verrez, elles sont encore là. Aujourd'hui, on dit souvent, la cloche de Oradour a fondu. Erreur. 2 erreurs en une phrase. Il n'y avait pas une cloche, mais il y avait 2 cloches. Et ça, on a retrouvé le document, puisqu'il y a un chanoine qui, dans les années 1890, a fait un livre sur les cloches du Limousin. Et il dit bien qu'on a installé 2 cloches, il donne les noms, leur date de baptême, etc. Donc il y avait 2 cloches dans l'église d'Oradour, dont vous voyez et les fragments aujourd'hui. Alors on vous dit, mais les cloches ont fondu. Mais si vous regardez de près, non, les cloches ont partiellement fondu. Et la nuance, vous allez me dire, c'est une nuance, oui, mais la nuance c'est le taille. Car si vous regardez, vous voyez aujourd'hui, et dans le livre les photos sont beaucoup plus claires, hein, vous remarquez que la base des cloches est en partie intacte. La base est des 2 cloches. Elle est intacte à tel point qu'on peut lire les inscriptions qu'il y a dessus. On lit, sur une, je crois qu'on lit un bout du nom ou un bout de la phrase qui est mise, et on voit tous les petits dessins qu'il y a dessus. Et sur les 2 cloches, on voit ça. C'est-à-dire que la base est à la moitié intacte. En revanche, le haut, ce qu'on appelle le cerveau, on n'a plus. Ça, c'est plus qu'un amas de bronze. Et un marteau des 2 cloches, ce qui sert à frapper, est pris dans une masse de bronze fondu. Alors moi, lorsque j'ai vu ça, oui, le marteau est en acier, hein, donc il n'a pas fondu, lui. En revanche, le bronze fond beaucoup plus bas. La température de je pourrais... C'est 900, oui, 900 degrés. Tout dépend. Le bronze fond à 900 degrés. Le problème, c'est des données théoriques. Et l'acier fond à 1500 degrés. Alors, donc la température était de toute façon inférieure à 1500 degrés, étant donné que le battant n'a pas fondu. Il est intact. Oui, c'est vrai qu'on vous raconte aujourd'hui qu'il y a eu des températures de 2000 degrés. Si on avait une température de 2000 degrés, ça ne serait pas passé comme ça. C'est impossible. Alors, lorsque j'ai vu ça, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'habitais Caen à l'époque, j'étais à côté de Villedieu-les-Poêles, où il y a la seule fabrique de cloches en France. Je suis allé voir les fondeurs de cloches de Villedieu-les-Poêles. Je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces cloches-là? Qu'est-ce que vous pensez que c'est passé? Et ils m'ont répondu, nous avons souvent été dans des églises frappées par la foudre, où le clocher a brûlé, les cloches, il n'en reste rien. En bas, vous avez 2 flaques de bronze complètement informes. Là, ils m'ont dit, les cloches, elles n'ont pas fondu en totalité, elles ont été, comme si elles avaient été éclatées, et comme elles ont fondu en partie, c'est que le phénomène a été très bref. Parce qu'il est évident que s'il y avait eu un feu, la cloche aurait, qu'est-ce qui s'est passé, aurait commencé à chauffer, et les alliages étant bons conducteurs de température, on l'explique ça dans le livre, on l'expose en long, large, travers, la cloche aurait donc fondu en totalité et de façon uniforme. Là, ils m'ont dit, c'est un phénomène qui a été très bref, parce que des parties de la cloche ont complètement fondu, mais d'autres parties sont restées complètement intactes. C'est donc que la chaleur n'a pas eu le temps de diffuser à l'intérieur de l'alliage, c'est donc que le phénomène a été très bref. Et les cloches ont été soumises à un traitement physique, un traitement mécanique très fort parce qu'elles ont été éclatées. Ils m'ont dit, ça, ce ne sont pas des cloches fondues, ce sont des cloches qui ont éclaté et qui en même temps ont été soumises partiellement à des très fortes températures.
Bon, alors j'ai pris ça, je leur ai dit, vous pouvez me le confirmer, ils me l'ont confirmé, bon, etc. Alors je me dis, tiens, quel est l'événement qui peut être rapide et qui peut dégager beaucoup de température? À nouveau, c'est une explosion. Je retombais sur l'hypothèse de l'explosion avec les cloches. Alors ensuite, on s'est intéressé à la voûte. La voûte, moi je dois l'avouer, en toute sincérité, je n'avais pas vu qu'elle était reconstruite. C'est un de mes amis architectes qui m'a dit, la voûte est reconstruite. Et il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, mais c'est très simple. L'oculus, là, le rond, là, vous voyez. Les pierres de l'oculus, elles sont en bas, les pierres de l'oculus originelles, elles sont en bas, puisqu'il y en a qui sont prises avec les cloches. On les voit là, d'ailleurs, sur la photo des cloches. Il m'a dit, ça c'est une voûte complètement construite, mais on a essayé de la faire vraiment en l'état. Et ce n'est pas indiqué. Et alors, pendant très longtemps, j'ai eu un doute qui m'a taraudé. J'ai dit, est-ce que mon ami se trompe ou est-ce qu'il ne se trompe pas? Parce que c'était capital. Un incendie d'église, j'ai demandé à un pompier, je lui ai dit, est-ce qu'un incendie pourrait faire effondrer une voûte? Il m'a dit, non, non, pas un incendie d'église. À moins vraiment de commencer à porter des centaines de tonnes et puis de mettre un feu pendant des jours et des jours, peut-être que vous allez réussir à délier le mortier. Mais il m'a dit, c'est très difficile, un incendie. Non, non. Alors je lui ai dit, donc si la voûte s'est effondrée, s'est effondrée, explosion. Alors, pendant des mois, j'ai dit, est-ce qu'on a une preuve que cette voûte s'est finalement effondrée? Je rappelle que les deux guides d'Oradour m'ont confirmé que la voûte s'est effondrée. On a mis au-dessus des toits des chapes de béton pour ne pas que l'eau s'infiltre dans l'église. Le sol a été, les pentes ont été modifiées afin que s'il y avait des fuites d'eau quand même, elles s'évacuent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été refait dans l'église? Il est possible que le maître-autel... Comment? On a mis l'église hors d'eau. C'est ça, en quelque sorte. C'est ça. Et la voûte aussi fait partie de ce projet. Oh non, au-dessus de la voûte, ils ont mis une chape de béton. Ah aussi. Bah, ouais. C'est-à-dire, ils n'étaient pas obligés de reconstruire la voûte. Il y a une autre intention. Voilà. Au-dessus de la voûte, vous avez la grosse chape de béton, ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller au-dessus de la voûte. De toute façon, c'est interdit. Nous, on y a été en fraude. On s'est pressé, parce que on était déjà mal vus. Mais visiblement, ils ont refait la voûte alors qu'ils n'étaient pas obligés de la refaire. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, ils le cachent qu'ils ont fait cette voûte. Si vous demandez aux habitants, a priori, ils disent « Non, on n'a jamais touché à la voûte ». Et il a fallu que mon ami soit en confiance avec le guide et que moi, je retrouve ce tract pour qu'on voit bien que la voûte a été refaite. Mais si vous demandez au guide en tant que lambda, je suis persuadé, je vous fiche mon billet qui vous dira qu'elle n'a pas été refaite. C'est une chape de plomb. Oui, c'est une chape de béton, c'est ça. Alors, donc cette voûte, on a rebuté sur le truc de l'explosion. Et puis, il y a eu d'autres choses qui nous ont surprises. C'est dans la chapelle Saint-Joseph. Vous avez un hôtel en bois, c'est le document 15. Un hôtel en bois dont on voit encore certaines dorures d'ailleurs, si on l'inspecte bien. Voilà donc une église où on aurait fait brûler plusieurs centaines de corps de femmes et d'enfants pendant des heures, et cet hôtel en bois aurait résisté. Ça nous a paru extrêmement étrange. Et idem pour le confessionnal. Vous avez dans la chapelle de la Vierge, sur le plan il est noté F. C'est une pièce en bois, en espèce de contreplaqué de 6 mm d'épaisseur. Le confessionnal est intact. Intact, il n'y a pas une trace de noir, il n'y a pas une trace d'ailleurs de balle, d'impact, rien. Il est intact. Et lorsqu'on demande aux gens est-ce qu'il était là, tout le monde vous dit, et a priori je n'ai pas raison de ne pas les croire puisqu'on a des photos de 45, c'était le confessionnal d'époque. Donc ces deux pièces en bois qu'on a retrouvées semblent confirmer qu'il n'y a pas eu un incendie qui aurait duré des heures, parce que sinon, rien qu'avec le phénomène de conduction thermique et de rayonnement thermique, ça aurait brûlé. Je vous signale que par exemple, j'ai retrouvé dans des choses d'assurance pour les pompiers que lorsqu'il y a eu un grand incendie dans la Canebière, sur la Canebière à Marseille, des immeubles espacés de 10 mètres, il y avait un immeuble qui était en feu, un autre immeuble qui était 10 mètres en face, et rien que par le rayonnement thermique, le feu s'est propagé d'immeuble en immeuble. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit souvent? Qu'est-ce qui est difficile quand il y a un feu? Qu'est-ce qui rend les sauvetages très très difficiles? C'est la chaleur. D'ailleurs, on voit bien quand on s'approche d'une cheminée, vous approchez d'une cheminée, vous ne touchez pas le feu, vous êtes à 1 mètre, vous n'y restez pas des heures. Le rayonnement thermique est un phénomène très très puissant. Or là, voilà un feu qui aurait brûlé plusieurs centaines de femmes et d'enfants, et qui n'aurait pas touché ces deux pièces en bois. Et sur l'autel de la Vierge, c'est le document 18, on a même retrouvé des fleurs en tissu, le soir même. L'hôtel de la Vierge, il est en face du confessionnal. Donc vous avez sur votre plan à gauche, vous avez en face du F, vous avez l'hôtel de la Vierge. Il y a des fleurs qui sont encore intactes. Et quand on lit le témoignage de Poitvin, qui a écrit dans l'enfer d'Oradour, Poitvin dit que les draperies étaient encore intactes.
Et aujourd'hui, vous voyez dans le mémorial ces fleurs, les draperies ont disparu. Il y a eu beaucoup de vols après la guerre, on nous l'a confirmé, sûrement des gens qui ont pris ça. Et on a même retrouvé d'ailleurs dans l'église, après d'autres témoignages, d'autres rapports de ce secouriste, des lettres, une lettre, du papier donc, qui était sur un cadavre. Alors de là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qui a dû se passer dans l'église? Ça confirmait la thèse de l'explosion. Pourquoi? Parce que on s'est dit qu'il y a dû y avoir une explosion au niveau du clocher. De façon évidente, cette église n'a pas été détruite par un incendie. Elle a été détruite par une explosion, dont l'épicentre doit se situer dans le clocher. Ce qui explique que la toiture du clocher est entièrement disparue et que les cloches aient été brisées comme on l'a vu. Par la suite, la flamme due au gaz enflammé et la surpression ont fait que la voûte du clocher s'est effondrée et que les cloches ont pu tomber. La flamme des gaz enflammés a traversé la nef, brûlant tout sur son passage. Cependant, le phénomène n'a duré que quelques dixièmes de seconde, ce qui fait que les corps n'ont pas été entièrement consumés, mais ne sont consumés qu'en surface et que très très partiellement. Ensuite, ce qui a dû se passer, c'est que la flamme de chalumeau a dû se propager du clocher tout au long de la travée, là, comme ça. Alors ça a carbonisé en surface les femmes et les enfants, qui ont été déchiquetés par quoi? Par les pierres de la voûte, qui ont été éjectées à des vitesses énormes. Et toutes ces chapelles-là ont été conservées. C'est ce qui explique pourquoi l'hôtel Saint-Joseph est conservé, le confessionnal est conservé, et l'hôtel de la Vierge, qu'on peut encore voir d'ailleurs, mais qui est en plâtre, avec ses draperies, ont été conservés. C'est notre hypothèse, que jusqu'à présent, personne, même Oradour, n'a réfuté. Ils ont critiqué notre livre, mais ils n'ont jamais parlé vraiment de ça. Ils n'ont jamais tenté de réfuter. Et d'ailleurs, dans le livre, on démontre qu'un auteur officiel confirme que la thèse de l'incendie est impossible. Et d'ailleurs, il y a une autre chose qui nous a fait dire qu'il n'y avait sûrement pas eu d'incendie, c'est que lorsque les pompiers m'ont donné des cours sur les incendies, ils m'ont expliqué la chose suivante. Si par exemple on fait un feu ici, que ça dure des heures, hein, eh bien le sol au niveau du feu sera abîmé. Pourquoi? Parce que quand il y a un feu, là, à cet endroit par exemple, 10% de la température est communiquée au sol, c'est la conduction thermique. Et donc ça abîme le sol en surface. Et bien lorsqu'on rentre dans l'église, lorsqu'on examine les photos d'époque, les dalles sont tout à fait intactes. Et c'est ce qui nous a à nouveau fait dire qu'il n'y avait sûrement pas eu d'incendie au sol comme on veut bien le croire, comme on veut bien le laisser à croire. Voilà. Alors, maintenant je vous rapporte à la page 6, où il y a notre diagramme qui essaie d'expliquer ce qui a pu se passer. L'explosion. L'explosion, c'est-à-dire qu'il y a une gigantesque flamme de chalumeau. Le souffle, naturellement, il est parti par les endroits de moindre résistance. Le toit a été éjecté, donc plus de poutres. La croix fêtière a été éjectée, et la flamme s'est mise dans l'église, mais a préservé toutes les chapelles latérales. Et il y a sûrement eu aussi une explosion sous l'autre toit qui a soufflé les autres poutres. Mais ça... L'entrée d'explosion. Comment? L'entrée d'explosion. L'entrée, c'est-à-dire? D'où vient L'épicentre, il vient du haut, notre gros point noir. Donc ça vient d'en haut. Oui, ça vient d'en haut. Ça fait une... Ça sort. Oui, comme c'est venu d'en haut, il y a une partie qui est sortie par en haut, et une partie qui a fait effondrer la voûte, avec tous les éclats qui ont déchiqueté les gens, et la flamme, c'est... Un char, par exemple, qui aurait pu tirer... Ah ben, les Waffen-SS qui étaient là étaient des Panzer grenadiers qui n'avaient pas de char. Et d'ailleurs, officiellement, il n'y a jamais eu de char. Il y a eu quelques half-track, comme on dit là, mais il n'y a pas eu de char au Oradour. Donc, la thèse du char n'a jamais été même invoquée par les gens d'Oradour. Cette croix que vous voyez là était la croix qui était située au haut du clocher. On dit que l'église a brûlé au point que les cloches qui se trouvaient donc dans le clocher ont elles aussi brûlé. Lorsque le clocher s'est effondré, à supposer que l'hypothèse du feu soit exacte, lorsque le clocher s'est effondré, la croix fêtière aurait dû tomber au milieu des flammes. Et cette sphère en métal très fine aurait dû elle aussi fondre. Or, vous le remarquez vous-même, cette sphère est certes bosselée, détruite, mais elle n'est pas fondue. Ceci prouve que la croix fêtière n'est pas tombée à l'intérieur de l'église,
Donc elle a été éjectée et qu'elle est tombée à l'extérieur de l'église. Comment expliquer ce phénomène? Je m'appelle Hans Werner Voss. Je suis né en novembre 1921 à Verden sur l'Aller en Allemagne du Nord. Quand vous êtes-vous engagé dans la Waffen-SS? Je me suis présenté volontairement pour le service militaire le 3 septembre 1939 à Brême. Et c'était là où j'ai appris que ce n'était que la Waffen-SS qui admettait des volontaires. Alors d'abord, j'aurais voulu savoir, lorsque les événements d'Oradour se sont passés, où étiez-vous? J'étais jusqu'à septembre en Russie, à la division Das Reich. Alors, mais par la suite, est-ce que monsieur a, en tant que membre de la Waffen-SS, a eu connaissance du massacre d'Oradour et dans quelles conditions il en a eu connaissance? Je me suis renseigné auprès des hommes de la 3e qui avaient pris part à l'opération. Ce qui m'a semblé le plus important des événements, tous s'accordaient pour me dire que des munitions et explosifs avaient dû être stockés à l'église parce que ça a été de là qu'est venue la terrible explosion qui a tout déclenché. Est-ce qu'il y a au moins un soldat qui lui aurait parlé d'un massacre prémédité à Oradour? Les soldats avaient rassemblé les hommes d'Oradour et les avaient parqués dans des granges et des garages puisqu'ils craignaient une attaque du maquis. Et tous étaient d'accord pour penser qu'au premier coup, il fallait tuer ces hommes d'Oradour. Mais il n'y a cependant pas eu de coup, mais une forte détonation qui a soudainement éclaté et qui a déclenché la tuerie. Alors justement, le problème de ça, c'est qu'on s'est dit, bon, nous c'est notre thèse, qui est bâtie à partir des éléments, mais qui reste une théorie. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a des témoignages? Maintenant on va avoir des témoignages. Est-ce que les témoignages confirment ce qu'on dit? Et de façon très très surprenante, les témoignages, beaucoup de témoignages ont confirmé la thèse, enfin ont confirmé qu'il y a eu une forte explosion. Lorsque je menais mon enquête, j'ai interrogé certains survivants du drame d'Oradour. L'un d'eux, M. Renaud, m'a proposé très gentiment d'aller avec lui dans l'endroit où il s'était caché le 10 juin 1944 durant l'après-midi. C'est ici, dans le jardin du garage des Ourteaux. Et il m'a dit, j'étais caché là, et soudainement, l'église a explosé. Et moi-même, qui étais là, j'ai reçu l'onde de choc. Je lui ai dit, mais l'église a explosé, et il a été formé. Il m'a dit que donc, même ici, à peu près une centaine de mètres d'église, il avait reçu une onde de choc assez forte. Alors à ce moment, je lui ai dit, mais monsieur, ce que vous me dites là, c'est pas la thèse officielle. Et il a eu cette réponse savoureuse, il m'a fait, oh, la thèse officielle. Il n'a pas voulu aller plus loin naturellement, parce que là-bas c'est la trouille, tout le monde pète de trouille, mais c'était la première personne qui me confirmait qu'il y avait eu explosion. Pardon, oui. Cette trouille est justifiée. Cette trouille est justifiée. Je ne juge pas les gens d'Oradour, je constate. Hein, Moi, j'en mènerai pas large. Hein, si j'étais à leur place. Alors, on s'est dit, ça c'était un témoignage qu'il m'avait dit entre quatre yeux, que je n'ai pas mis dans le livre, parce que je lui ai promis. Et on a recherché, et les documents en disant, est-ce que des témoignages viennent confirmer ça? Et notamment, on s'est procuré, par la bande, les sténotypies du procès, puisque en 1953, les SS d'Oradour sont passés en procès, un procès qui a duré un mois, du 12 janvier au 12 février, enfin, 13 janvier, 13 février. À Bordeaux. À Bordeaux. Il n'y a pas eu de sténotypie officielle, c'est-à-dire qu'officiellement, il ne reste rien. Mais j'ai retrouvé un avocat qui avait engagé à l'époque la championne de France de sténo pour qu'elle prenne des sténotypies. Et dans ses archives, il y a ces sténotypies. Et il me les a ouvertes, gentiment. Moi j'étais franco, je lui ai dit que je ne croyais plus tellement à la thèse, mais que je voulais étudier. Et on a retrouvé des choses. On a retrouvé des choses très, très intéressantes. Par exemple, lors d'une audience, vient quelqu'un qui s'appelle Jean-Hubert Desourteaux, qui le 10 juin s'était caché justement dans un jardin. Et il vient témoigner. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu une rumeur dans l'église, à 150 mètres de moi. Je ne pouvais discerner ce qui se passait. Ça mitraillait sans arrêt. Il y avait même des mortiers qui tiraient. Alors le président lui dit, vous venez de parler de mortier. Vous avez entendu un mortier?
Vous avez été militaire, vous savez ce qu'est un mortier en batterie. Cela vous a paru être un bruit de mortier? Et le témoin répond, absolument. Un bruit de mortier ou de canon, c'était distinct. Donc cet homme parle d'une explosion. Et plus tard, une femme arrive, Madame Renaud. Madame Renaud est encore plus nette. Elle dit au président, j'ai entendu des fusillades, j'ai entendu des cris, j'ai entendu des détonations. Il y a eu une grande détonation dans l'église. Une fumée épaisse sortait des vitraux. On entendait des cris, des plaintes que vous ne pouvez imaginer. Après, c'est son mari qui arrive. Il vient déposer à son tour. Ce sont des témoins à charge, tout ça. À charge pour les SS. Son mari. La seule plainte que j'ai entendue, c'est quand l'église a sauté. J'étais à 40 mètres de la place de l'église à ce moment-là. Le président. Qu'avez-vous entendu? Une explosion, dites-vous? Monsieur Renaud, une grosse explosion. Une fumée se dégageant de l'église. Un cri d'ensemble à ce moment de toutes les femmes qui étaient dedans. Le commissaire du gouvernement. Est-ce que vous avez entendu au moment où il y avait le feu à l'église, ou avant qu'on mette le feu à l'église, une explosion ressemblant à un coup de mortier? Le témoin. Oui, certainement, mais il y a eu tellement d'explosions. Et le commissaire du gouvernement dit, le témoin précédent, il parle du Jean-Hubert des Hurtaux, a lui aussi parlé de beaucoup d'explosions. C'est-à-dire qu'au procès, on a les témoins à charge. On dit qu'il y a eu une gigantesque explosion, même plusieurs explosions dans l'église. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous ces stéréotypies du procès aujourd'hui, on ne veut pas entendre parler. Moi, on m'a reproché de les avoir sortis. C'est pas vraiment mieux que c'était une explosion, je dirais. Ah bah attendez, pour l'instant non, mais ça confirme notre thèse d'explosion. Hein. Ah oui, d'accord. Et alors, et ce qui est intéressant, c'est que dans un livre, paru en 1945, ils ont cité un témoignage du Madame Lang, qui dit « Un bruit épouvantable éclate dans la direction de l'église qui était à quelques dizaines de mètres de nous. Détonation sur détonation se succèdent, suivi d'une immense clameur et de cris effrayants. » Et ce témoignage de Madame Lang, dans les éditions postérieures, a disparu. Enlevé. On ne connaît plus Madame Lang. Et aujourd'hui, quand on parle de Madame Lang, on ne connaît pas. Ces témoignages, pour moi, sont d'autant plus importants qu'ils semblent confirmer que les femmes et les enfants ont hurlé lorsque l'explosion a eu lieu. On dit qu'à Oradour, les Allemands, les Waffen-SS, auraient confectionné une caisse avec des gaz dedans, des grenades qui auraient explosé dans l'église et asphyxié les femmes et les enfants. Est-ce que l'utilisation d'une telle arme, vous avez déjà vu ça, déjà entendu que la Waffen-SS fabriquait ces armes? La troisième était une compagnie d'infanterie uniquement équipée de mitrailleuses, de mitraillettes, de fusils. Elle n'avait ni de grenades, seulement de grenades à manche. Elle ne disposait pas de matériel du génie, comme des grenades fumigènes ou de lance-flammes. Tout cela n'existait pas à la troisième. Ce n'est pas possible pour la bonne et simple raison que le lance-flamme est une arme terrible et qu'on n'aurait pas retrouvé les corps déchiquetés. On aurait trouvé les corps carbonisés, mais pas déchiquetés. Là, visiblement, les corps sont déchiquetés. Et ça, le lance-flamme ne déchiquete pas les corps. Je parle pas pour les corps déchiquetés, que pour l'incendie. Donc il n'y a pas eu d'incendie, mais les corps sont brûlés. Donc ça peut être ou explosion ou lance-flamme. Non, parce que s'il y avait eu que lance-flamme, il n'y aurait pas eu de corps déchiquetés. Supposez que les SS soient arrivés avec des lance-flammes, comme dans le vieux fusil, on en parle dans le livre, et qu'ils aient brûlé les femmes et les enfants à coups de lance-flamme, occasionnant un énorme incendie. Ça n'expliquerait pas pourquoi les corps, sont déchiquetés, et pourquoi, notamment, la voûte est effondrée. Le problème, c'est qu'ils ont mis les hommes en confiance. Sur la place, l'officier leur a dit qu'il y avait un dépôt d'armes dans ce bourg, qu'ils allaient donc effectuer des perquisitions, et que pendant les recherches, eux, hommes, ils allaient être placés dans plusieurs granges ou garages. Tous les hommes savaient qu'il n'y avait pas de dépôt d'armes. Donc ils pensaient que dès la fin des perquisitions, on les relâcherait. Non, les hommes qui étaient à Oradour ont dit à M. Polterstorff que, au moins, dans chaque deuxième maison, il y avait des armes ou de la munition. Une maison sur deux. Une maison sur deux. Und als die Häuser brannten, man hat ja nicht alles gefunden, Ja. da hörte man immer noch lange Zeit Munition krachen. Après que les maisons étaient mises à feu, on avait entendu sauter les dépôts de munitions. Donc ils se disent, si les SS ont tiré sur les hommes sur Oradour, ce n'est pas quand ils ont cru qu'une attaque était déclenchée, mais c'est quand un gradé SS a donné l'ordre. Là, les hommes n'étaient pas sûrs. Ils étaient sûrs seulement, ils attendaient une attaque des partisans. Et il fallait tuer les hommes dès que les premiers signes apparaissaient.
Ce qui a déclenché tout, c'était l'explosion à l'église. Mais ces bataillons, ils ont reçu aussi un ordre terrible. Il leur a donné ordre en Limousin de détruire un village pour terroriser, faire un exemple. Si vous voulez, par cette opération, faire comprendre que si on les attaquait pendant la remontée, ils recommenceraient, ils le referaient. Et le commandant qui a été désigné pour détruire un village, choisir et détruire un village, le matin du massacre, a tenu une réunion à Saint-Junien, je ne sais pas se situer, c'est à 12 km d'ici. Il a cherché un pays éloigné des grandes routes et des centres de résistance. Et il a choisi Oradour-sur-Glane, comme il aurait peut-être pu choisir ailleurs. Alors j'ai bien dit, il a choisi Oradour-sur-Glane. On avait prétendu au départ qu'ils s'étaient trompés, ils ne se sont pas trompés de village. Ils avaient les plans du bourg quand ils sont arrivés, les plans fournis même par la milice française. Quand le commandant a fait son choix, il a contacté la milice française. Et après, le matin, il a préparé le massacre. Et l'après-midi, donc, ce commandant, 150-200 soldats, sont arrivés ici sur ordre pour tuer tout le monde. Et en l'espace de 3 heures, on a massacré tout le monde. Parce que le massacre en lui-même a duré à peu près 3 heures. Ils sont arrivés vers 14 heures, mais le temps de rassembler la population, ça leur a demandé beaucoup de temps, les hommes, les femmes, les enfants, sur la place. Il était environ 16 heures quand ils ont séparé les femmes et les enfants et les emmenés ici. Les hommes par petits groupes dans plusieurs granges ou garages, vous avez vu les plaques de supplice. Et après, le commandant a tiré un coup de feu pour donner le signal. Et là, au signal, ils sont mis à massacrer, à piller, à incendier. À 19 heures, l'opération était terminée. Est-ce que l'on peut concevoir que, en représailles, il y a des actions qui ont été faites contre la Waffen-SS, des Waffen-SS auraient volontairement assassiné des femmes et des enfants, enfin toute la population d'un village, y compris femmes et enfants. Est-ce que ça s'est vu? Est-ce que M. Wolterstorff a vu ça pendant la guerre, ou est-ce qu'il n'a jamais vu ça? S'il y avait eu de tels cas, ces hommes auraient été punis de la peine capitale. Le livre militaire de la Wehrmacht, d'où également celui de la Waffen-SS, contenait les 10 commandements, dont le commandement « Vous ne toucherez pas à un civil ». Je connais cependant un cas, un sergent-chef qui était sous, avait essayé de violer une femme. Il a été arrêté quelques jours après, condamné à mort. C'était la réaction de la Wehrmacht sur les activités de la résistance. Le fameux ordre Sperle avait prévu pour les maisons où l'on trouvait des armes ou de la munition de les brûler et de tuer même les s'il y avait, si toutes les maisons pratiquement étaient remplies d'armes ou de munitions, toute la population mâle était à... En Oué qui vivent encore, et il y en a une grande partie qui vivent encore, disent, dans la ferme à côté de l'endroit où on était détenus, on les voyait entrer, sortir avec des bouteilles, avec de la charcuterie, ils chantaient, ils jouaient de l'accordéon, on était loin de penser qu'il n'y avait plus tout le monde dans le bourg. On veut dire vraiment qu'ils se posaient aucune question. Des machines à tuer comme tous les fanatiques. On a dit qu'à Oradour, les SS ont pillé. Ils ont volé de l'or, ils ont volé des jambons, ils ont volé des draps, de l'argenterie, des bijoux. Et on dit que c'était commun chez les SS de piller leurs victimes. Est-ce que ça paraît à M. Wolterstorff crédible? Toutes ces accusations ne sont que des absurdités. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Pas un seul. Je vais vous raconter un autre exemple. C'était près d'Aix-en-Provence, vers la fin de septembre 1943. Après une longue marche, ma compagnie est arrivée à un petit chalet au sud d'Aix-en-Provence, tard dans la nuit. Tous étaient morts de fatigue. J'ordonnais à mes hommes, montez vos tentes, il y a de la paille là-bas et couchez-vous là-dessus. 1 heure environ après est apparue la police militaire, la Feldgendarmerie, me disant « Vous n'avez pas le droit de prendre cette paille, il vous faut tout remettre à l'endroit d'où vous l'avez prise. » Ça massacrait toute la population d'Oradour pour intimider la résistance et pour ne plus qu'elle commette d'actions contre les soldats allemands. Est-ce que ça paraît crédible ou pas? C'est impossible. J'ai connu Otto Weidinger, le commandant de notre régiment. Il m'avait fait savoir que Dickmann, à cause d'Oradour, a dû être traduit en conseil de guerre.
parce qu'il avait agi contrairement aux instructions qu'il avait reçues. On lui avait seulement donné l'ordre de s'emparer d'un certain nombre de chefs du maquis afin de pouvoir les échanger contre Kempf. Il s'était cependant embarqué dans une fusillade qui n'était pas envisagée. Un des exemples qui démontre qu'à Oradour on nous cache des vérités, c'est l'exemple de ce puits. Nous sommes ici à la ferme de Lose. C'est le puits ici que l'on appelle dans les livres, dans la littérature, le puits Picat. Là, nous dit-on, les Waffen-SS ont précipité des habitants. D'après la thèse officielle, ils ont été précipités vivants parce que, nous dit-on, on n'a retrouvé aucune trace de douille à côté. Lorsque les sauveteurs sont venus, à partir du 13 juin 1944, ils ont découvert qu'il y avait des corps à l'intérieur de ce puits. Or, lorsqu'on lit leurs témoignages ou leurs rapports, on s'aperçoit qu'ils nous disent la chose suivante. Les corps étaient dans un état de décomposition tel qu'on n'a pas pu les remonter. On a donc été obligé de jeter de la chaux dans le puits et de le combler. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, des squelettes, des corps, des restes de corps reposeraient au fond de ce puits. Or, il faut savoir que les sauveteurs sont venus 3 jours après le drame. L'eau d'un puits, en général, est à 12 degrés. Si je plonge un cadavre pendant 3 jours dans de l'eau à 12 degrés, il n'a pas le temps de pourrir. Par conséquent, les restes des cadavres qui étaient dans le puits Picat étaient bien antérieurs au 10 juin 1944. Qui étaient ces morts? Qui étaient ces gens qui avaient été précipités au fond du puits? Aujourd'hui encore, nous l'ignorons. Peut-être qu'il y a quelque part un rapport qui le dirait. Quoi qu'il en soit, j'estime qu'en 1998, il serait bon d'entreprendre des fouilles dans ce puits, d'enlever ce qui a servi à le combler, afin d'aller voir ce qu'il y a au fond. On fait bien des fouilles sur des lieux, afin de retrouver des restes humains qui ont plusieurs milliers d'années. Je pense qu'il serait possible de refaire des fouilles dans ce puits, afin de retrouver ces restes humains qui ont un peu plus de 50 ans. Là, on peut vraiment dire qu'à Oradour, la vérité se trouve au fond du puits. Mais naturellement, des gens semblent avoir intérêt à ce que personne n'aille voir au fond de ce puits. Dans cette affaire, c'est s'il y a eu explosion. S'il y a eu explosion et pas incendie, c'est qu'il y avait des matériaux explosifs sous le toit. Puisque l'explosion a eu lieu au niveau du haut du clocher et du toit. Qui est-ce qui a mis ces explosifs sous le toit? Est-ce que c'était les Waffen-SS qui sont arrivés, les mains bourrées d'explosifs, qui les ont mis là-haut et qui ont fait sauter tout le monde? Ou est-ce que ces matériaux étaient là avant? Alors cette question, en fait, qui avait un corollaire, c'était s'il y avait eu, supposons que ce ne soit pas les Allemands, c'est que forcément il y avait de la résistance à Oradour. Alors, la question d'abord, les Allemands ont-ils apporté des explosifs sous le toit et les ont-ils fait exploser pour tuer tout le monde? Si ça avait été le cas, pourquoi ne pas l'avoir dit dès 1945? Pourquoi avoir plutôt substitué une thèse rocambolesque d'un incendie, d'un mitraillage, d'une caisse qu'on apporte qui explose puis qui n'explose plus? Parce que je ne peux pas en parler, parce que je ne peux pas rentrer trop dans les détails, tout ça on l'expose dans le livre, mais je disais que si vraiment les Allemands étaient arrivés avec tout ce qu'il fallait pour détruire l'église, pour assassiner les femmes et les enfants, dès 1944, on aurait dit voilà comment ça s'est passé. Les Allemands, ils ont mis des choses sous le toit, ils ont tout fait péter, puis tout le monde est mort. Or non, on y a substitué une autre thèse, la thèse de l'incendie généralisé, qui, à notre avis, n'est pas la bonne. Donc on s'est dit, si ça se trouve, peut-être que ces explosifs qui étaient là, ils avaient été apportés par d'autres personnes. Et on a pas mal de documents que l'on cite, comme quoi la résistance pendant la guerre se servait souvent à des clochers pour entasser les armes, les explosifs, etc. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y aurait pas eu une résistance à Oradour qui aurait fait ça? Alors, on a recherché. La thèse officielle, c'est Oradour est un village sans résistance. Il n'y a jamais eu un soupçon de résistance à Oradour. C'est la thèse qu'on nous martèle depuis 50 ans. Et alors, moi, lorsque j'y suis allé, j'ai parlé avec des survivants, et il y a un survivant un jour qui me dit « Ah mais moi j'étais dans le maquis, mais j'étais dans le maquis pas actif, mais j'étais dans le maquis. » Ah, j'ai dit « Oh, donc vous étiez maquisard, ah, oui. » Et puis, bon, je n'ai pas relevé sur le moment, c'était M. Beaubreuil, je peux dire son nom, puisqu'il est toujours là, d'ailleurs il n'a pas été le dernier à m'insulter. M. Beaubreuil me dit « Moi j'étais dans le maquis, puisque même dans ma maison il y avait une cache aménagée. » Ah bon.
Il y avait une cache pour être... Bah oui, si jamais la Gestapo venait, on se planquait dans la cache, etc. Donc c'était quand même déjà un maquis qui était assez organisé pour faire des caches. Il me disait que c'était une cache sous une cuisinière. Bon, et puis, mon enquête a continué, et puis, je suis tombé sur plein d'aveux que m'ont fait les survivants eux-mêmes. J'ai appris, par exemple, que... Alors bon, je vais pas tout vous citer, mais... J'ai appris par exemple que le boulanger d'Oradour, qui était monsieur... Bouchoul. Non, l'autre. Ah, j'ai oublié. Peu importe. Le deuxième boulanger d'Oradour ravitaillait le maquis en pain. J'ai appris que Dupic, c'était un marchand de tissus qui n'est pas mort avec les hommes, qu'on a retrouvé enterré dans son jardin après avoir été fusillé, était un responsable de l'AS, de l'armée secrète. On a appris que par exemple que Bory faisait partie des FTPF. Donc Bory est l'un des 5 survivants de la Grange Lodi. Et comme ça, on a appris qu'il y avait de ci, de là, plein de gens d'Oradour qui étaient dans la résistance. Alors, pardon, dans le livre de Poitevin, on cite Mirablon, dont le cadavre a été identifié, qui était photographe dans les mouvements unis de résistance. Voilà. Il y a plein de gens. Monsieur Renaud, il me dit, moi j'étais chauffeur d'un résistant juif à Lyon, je le mets dans le livre, et lorsque ce résistant juif a été capturé, je suis revenu à Oradour, mais je suis resté dans la résistance. Monsieur D, je me suis engagé à ne pas donner son nom, je le donnerai toujours pas, me dit, moi j'étais un membre supplétif du maquis. J'étais à Oradour, j'attendais les ordres, mais j'étais dans le maquis. C'est qu'à Oradour, chose qu'on ne dit jamais, il y avait ce qu'on appelle le 643e GTE. Les GTE, c'était les groupements de travailleurs étrangers. C'était fait de tous les Espagnols, Italiens, Polonais, même des fois Russes, qui s'étaient réfugiés en France avant la guerre, étaient pris par le gouvernement de Vichy, où on disait, bon bah écoutez, vous êtes là, vous n'avez rien à faire, et bien comme beaucoup d'hommes sont prisonniers, vous allez remplacer ces hommes, et vous allez grouper dans des groupements de travailleurs. Et il y en avait un à Oradour. On le cache toujours. Ça, si vous demandez à Oradour, il y avait des Espagnols, on vous dit oui, en 40, mais ils sont partis très vite. C'est pas vrai. Nous avons retrouvé les fiches de présence de ces travailleurs étrangers jusqu'en 44. Donc de 40 à 44, il y avait à Oradour des Espagnols, des Italiens. Et en général, ce n'étaient pas des Espagnols ou des Italiens qui étaient favorables au fascisme ou à l'occupant. Et on a consulté avec mon ami Henri tout le rapport de présence, parce que tous les mois, il devait aller pointer en disant « je suis bien là, je suis toujours là, je travaille toujours ». Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Il faut préciser que c'est aux archives départementales de Haute-Vienne, qui sont accessibles à tous, mais qu'on n'avait jamais cité auparavant. Oh, attention, et souviens-toi que quand nous sommes arrivés, c'était un lundi matin, on a dit qu'on voudrait consulter des documents sur Oradour, et la première chose que l'on nous a dite, c'est « ah, messieurs, concernant Oradour-sur-Glane, il y a des documents qui ne sont pas communicables ». Alors Jean-Roger, vous avez donc participé à la rédaction du livre sur l'histoire d'Oradour. Je voudrais savoir pour vous quelles ont été les causes de cette tragédie. Je pense que la cause première de cette tragédie d'Oradour fut le lynchage du commandant Helmut Kenfeu, de sa capture par les maquis de Jean Canou, c'est-à-dire exactement le 9 juin 1944, jusqu'à son lieu d'exécution prévu, et qui était certainement Oradour. Je tiens compte là du témoignage d'une femme qui s'appelait Fanny Mercier et qui déclara au matin de ce fameux 10 juin, qui déclara « Nous allons bien rigoler ce soir ». Or, tout indique, et c'est en tout cas mon intime conviction, tout indique que c'était le commandant Kenfeu qui était prévu pour être soit pendu, soit fusillé par le maquis des hommes de Guingouin le soir même du 10 juin 1944, puis le cadavre brûlé. Et il est évident que son meilleur ami, le commandant Dickmann, du même régiment, a appris la chose en venant à Oradour à partir de 14h ce fameux samedi, et découvrant les intentions des habitants, a effectivement eu l'intention de découvrir le lieu de captivité de son meilleur ami, et ensuite les événements se sont enchaînés d'une manière certainement assez abrupte, probablement due à l'explosion du clocher qui fit partir, comme par enchantement si l'on peut dire, les mitrailleuses dans les granges.
Et alors selon vous, donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'Oradour, les ruines ont été conservées. Qu'est-ce que ça éveille en vous, le fait que ce village, 50 ans après, soit conservé avec des plaques ici marquées, ici lieu de supplice, un groupe d'hommes a été fusillé par les nazis. Qu'est-ce que ça éveille en vous? Je crois qu'il faudrait mettre un terme tout de même à cela, parce que je suis un enfant de la guerre, et en 1945-47, j'étais en Allemagne occupée, et je dois dire que toutes les villes allemandes, grandes et moyennes, n'étaient que des Oradours. Elles étaient toutes en ruine, comme l'est Oradour aujourd'hui, mais je constate qu'une ville comme Dresde, où il y a eu au moins 250 000 morts, je constate que cette ville est reconstruite, et d'une manière véritablement surréaliste, pour ne pas dire dadaïste. Par conséquent, les 100 000 Oradours subis par le peuple allemand sont effacés de la mémoire européenne et même mondiale, tandis que Oradour demeure, je pense pour des raisons de propagande, demeure constamment un lieu de culte, un mythe, mais je crois qu'il faudrait tout de même que cela cesse, pour que la Seconde Guerre mondiale cesse enfin. Oui, mais ne peut-on pas dire que si les villes allemandes ont été détruites, c'était des faits de guerre, alors qu'Oradour n'est pas un fait de guerre, c'est un fait de barbarie pure Non, c'est-à-dire que ce sont toujours des faits de représailles. Vous savez que lorsqu'il y a guérilla dans n'importe quelle ville, et d'ailleurs le code militaire américain le dit très bien, les gens qui ne respectent pas les lois de la guerre doivent être châtiés en dehors des lois de la guerre, c'est-à-dire des conventions de La Haye et de Genève. Par conséquent, Oradour, il n'était en réalité qu'une opération de représailles, mais qui ne l'était pas dès l'arrivée des Waffen-SS à 14 heures. Ce ne le fut qu'ensuite, lorsque les soldats du commandant Dickmann découvrirent un certain nombre de cadavres allemands dans les maisons d'Oradour. Mais je répète ma question à propos des villes allemandes. Là, elles ont été détruites, ça n'a rien à voir avec Oradour, c'est pas les mêmes circonstances. Non, c'est exactement la même chose, ce sont des bombardements de terreur. C'était des bombardements de terreur, et qui avaient d'ailleurs pour objet ce qu'on appelle le de-housing, c'est-à-dire démaisonner les Allemands de leur propre pays. Et je dois dire que j'ai toujours été très impressionné par mes souvenirs de l'Allemagne de 45 à 47, puisque j'ai vécu, je dois le dire, en tant qu'enfant, de 6 à 8 ans, dans les ruines des villes allemandes. Évidemment, nous pourrions évoquer le Wilhelm Gustloff qui fut coulé le 31 janvier 1945, et à bord duquel se trouvaient 5000 femmes et enfants, c'est-à-dire 10 fois plus de victimes que l'église d'Oradour, car je rappelle qu'à Oradour, il y a eu 500 femmes et enfants dans l'église. 642 victimes, évidemment, je ne compte pas les hommes fusillés dans les granges, que personne ne conteste. Mais je remarque que cet Oradour marin du 31 janvier 1945, je remarque qu'il n'y a aucune plaque commémorative pour cet Oradour multiplié par 10. Très bien, merci. Je vous remercie.